La mort de Marcel Proust. Maurice Martin Dugard, Les Mémorables, novembre 1922. Une des premières nuits d'octobre, Marcel Proust était remonté chez lui avec un mal de gorge qu'accompagna le lendemain un rhume, lequel en soi n'avait rien d'alarmant, ou qui, plutôt, chez un homme se nourrissant normalement et qui eût consenti à se soigner, n'aurait présenté aucun caractère de gravité. Mais le régime alimentaire de Proust consistait en un café au lait, assorti d'une légère compote de prunes. Récemment dégoûté de ce café au lait, il n'avait rien trouvé de mieux que de le remplacer par une carafe de bière qu'il envoyait chaque jour son chauffeur Albaré chercher à l'hôtel Ritz. C'était là toute sa nourriture, et cette bière, encore voulait-il la boire glacée. Ses crises d'asthme avaient repris. Il interdit qu'on rallumât le feu de peur que l'incommodât l'odeur de la fumée qu'il ne supportait pas plus que les parfums, que les fleurs, dans une chambre hermétiquement close. Céleste mit une telle insistance pour qu'il appelât un médecin, que Proust consentit à demander le docteur Bis, qu'il aimait beaucoup, et dont, d'ailleurs, il ne suivait jamais les prescriptions. Ce dernier, naturellement, commença par interdire la bière glacée, et lui recommanda, outre les faciles soins qu'impliquait son état et une nourriture plus substantielle, d'abandonner la correction du manuscrit de la prisonnière. Avant 8 jours, il serait guéri. Des ventouses, des inhalations, des boissons chaudes, avec cela du poulet, une purée, à jamais. On voulait donc le tuer. On voulait qu'il n'achevât point son travail. Et le médecin parti, Marcel Proust, dans son lit, couvert de tricot, reprit la correction des épreuves qui l'épuisaient de plus en plus, car il retravaillait sur son texte et y ajoutait indéfiniment. Tout ce qui lui restait de force passait dans cette récréation. Le docteur Bise, revenant voir son malade et constatant qu'il était sans pouvoir sur celui-ci, et qu'à ce train, le mal de gorge et le rhume s'étaient transformés en une affection pulmonaire inquiétante, que le cœur de l'écrivain, faible et depuis longtemps surmené, risquait de ne pas résister à l'infection, alerta le professeur Robert Proust, chirurgien des hôpitaux, lequel aussitôt accourut. Le célèbre praticien n'avait jamais pu décider son frère cadet à suivre les règles de l'hygiène, mais, convaincu, ou feignant de l'être pour éviter un éclat, peut-être même une rupture, que si Marcel vivait et mangeait comme tout le monde, il n'écrirait plus, ou du moins ne viendrait jamais à bout de son œuvre, il avait fini par croire que la maladie, où il avait observé souvent de l'imaginaire, assurait, avec la régularité, singulière mais évidente, de son travail, une protection contre les sollicitations mondaines. Quel était son état ordinaire, chronique, et en somme assez peu redoutable. Cette fois, le cas devenait grave et il fallait y parer. Le professeur Proust suggéra à Marcel qu'il serait mieux dans une clinique où il aurait à sa disposition, et à tous les instants, médecins et infirmières. L'idée de quitter son appartement et de recevoir des soins d'une personne à laquelle il ne serait pas accoutumé comme Céleste, qui ne l'avait pas quitté depuis 11 ans, jeta Proust au comble de l'exaspération, et son frère, désespéré, dut battre en retraite. Céleste, interdisez ma porte. Vous entendez, ma chère Céleste? Je ne veux pas de médecin, pas d'infirmière. Je ne veux pas qu'on me tourmente. Je veux terminer mon travail. Et quand le professeur Proust revenait, il ne pouvait, impuissant, que constater les progrès du mal. Et quand le professeur Proust revenait, il ne pouvait, impuissant, que constater les progrès du mal. Il était inutile de discuter avec Marcel, qu'il fallait éviter seulement de contrarier, de crainte de l'affaiblir encore. La main crispée sur son porte-plume, il écrivait. Et sentant venir la mort, il demandait à Céleste de lui montrer les pages où il en avait parlé, et par un scrupule inouï. Donnez-moi la mort de Bergotte, suppliait-il. Je veux voir si elle est vraie, si je ne dois pas la refaire. Ces derniers soucis témoignaient encore de cette générosité et de cette gentillesse que son agonie lui eût permis de laisser prescrire, sans qu'on oubliât pour autant les marques d'attention qu'il avait, au long de sa vie, prodiguées à ceux qu'il avait choisis et dont il se sentait aimé. Au docteur Bise, pour s'excuser d'avoir été un si mauvais malade, il fit porter une gerbe de roses, et pour Léon Daudet, à qui il devait son prix Goncourt et qui écrivait sur lui avec tant de flambante pertinence, il pria également Céleste d'aller rue Saint-Guillaume avec des fleurs dans les bras. Il reçut Jacques Rivière, à qui il fit d'une voix douce et appliquée ses ultimes recommandations pour l'édition d'Albertine disparue. Sa porte s'ouvrit, une dernière fois pour Paul Morand, qui ce soir-là, avec autant de cœur que d'esprit,
s'attarda sans le fatiguer. Épuisé par toutes les vies qu'il avait données, ne dormant plus depuis des jours et des nuits, la conscience en repos, sans inquiétude pour l'œuvre immense à laquelle il avait mis le point final, et qui flottait au-dessus de lui comme la promesse d'une immortalité qui était la seule, sans doute, à laquelle il put croire, Marcel Proust s'éteignit, il avait 52 ans, le 18 novembre 1922 vers 4 heures de l'après-midi. En montant l'escalier, j'ai croisé Reynaldo Hahn et Lucien Daudet qui descendaient lourdement du 5e étage, le visage livide. C'est le chauffeur Albaret qui m'ouvrit. Monsieur a fini sa course, fit-il avec tristesse. Je trouvai Jacques Rivière dans l'antichambre, qui avait contemplé pour la dernière fois le visage de Proust, dont il me dit que Dunoyer de Ségonzac venait de faire un admirable dessin. On avait pris également son masque malgré le professeur Proust qui s'y était opposé. Je traversai un salon de province où les fauteuils et les chaises avaient leur housse. J'entrai dans la chambre très simple, presque nue. Sur la cheminée, il y avait tous ses cahiers. Dans un grand lit de cuivre, débarrassé des couvertures, de la pelisse, des feuilles, des cahiers, des porte-plumes, des livres et des journaux qui s'y étalaient, Marcel Proust gisait dans une paix qui l'ennoblissait. Les cheveux et la moustache comme cirés, les yeux immensément cernés, le nez droit aminci, les mains presque aussi pâles que leurs doigts. Les fleurs commençaient à arriver. On avait déjà mis à ses pieds 2 énormes bouquets de violettes. Les obsèques eurent lieu dans la chapelle de Saint-Pierre de Chaillot. Barès, le melon légèrement sur les yeux, regardait les gens entrer sur l'autre trottoir. Je l'avais toujours cru juif, le petit Marcel Proust. Quel bel enterrement. Et en effet, que de haute forme. Des ducs, des princes, des ambassadeurs, le jockey, l'union, en bottines à boutons, des monocles, des récalamistrés, des calvities aussi, et célèbres au passage, dans la foule de la haute juiverie rousse et la grande pédérastie parisienne sur le retour, à fond de teint, l'ongle verni, le regard fureteur. Dominant dans les premiers rangs, le mécène des ballets et des fêtes du Paris de la Victoire, éploré, le comte Étienne de Beaumont. Des écrivains, tous ceux qui comptaient ou qui demain allaient compter, qui faisaient partie du bluff Proust, comme disait Bourget au jugé, aussi mauvais critique à présent qu'il avait été excellent dans l'âge mûr. L'absence de Gide était remarquée. On entendait une musique céleste, et quelques critiques qui, sur Proust, avaient fait de légères réserves, dans le flot de l'orgue et des violons, se sentaient au désespoir. À la sortie, on entendit « Vous voyez, quand il nous affirmait qu'il était mort dans la journée, le pauvre Marcel, et que ça ne nous troublait plus, c'était vrai. » D'autres disaient, reprenant un mot que Morand avait fait samedi matin et que François Legris et Anna de Noailles, sans se le donner, avaient dit l'après-midi. Pascal n'achève pas. Mais Proust avait achevé son œuvre, et d'ailleurs il n'était point Pascal, mais plutôt Montaigne et Saint-Simon. Lorsque dans les Champs-Élysées, vers midi, le long cortège passa à la hauteur de l'avenue Gabriel et du théâtre Marigny, Jean Cocteau nous fit observer que c'était là que Marcel avait joué avec Gilberte. C'est à ce moment que nous nous sommes discrètement détachés, Jean Cocteau, Georges de Loris, Edmond Jaloux, Radiguet et moi, pour prendre rapidement quelque chose et, en taxi, nous trouver au Père-Lachaise avant l'arrivée du convoi. Raymond Radiguet, au bœuf sur le toit, commanda aussitôt des crêpes à Moïse et s'en fut téléphoné. On avait faim. Georges de Loris, le gendre de la comtesse de Pierrebourg, Claude Ferval, ami très ancien de Proust, me parla des débuts dans le monde de l'auteur de Swann. Nous étions au Père-Lachaise bien avant le corps. Le caveau de famille se trouvait dans le haut du cimetière. Le défilé dura longtemps. Vers 3 heures, je redescendais avec Giraudoux. Devant nous marchaient Maurice Rostand et Léon Daudet, dont l'affliction, à tous les deux, faisait peine à voir, dans le jour gris qui salissait les pierres, et nous eût désolés encore un peu plus, si nous n'avions pensé aux vergers en fleurs, à l'ombre des jeunes filles, et à ces aubépines avec lesquelles Proust conversa, comme il fit avec tout un univers visible et invisible, et qu'il nous laissait en mémoire de lui.